kaw doon sa la pataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Alors, ce dimanche, nous allons mettre l'accent sur les droits humains. 12 ans de gestion du président Macky Sall sur les droits humains. Que pouvons-nous en retenir? Pour en parler, eh bien, nous avons invité un spécialiste des droits humains, Ibrahima Kane. Vous êtes cofondateur de la RADDHO, de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bayoumar, le plaisir est partagé et je vous remercie encore une fois de me convier à cette émission importante dominicale. Merci, plaisir partagé. Alors, Ibrahima Kane, le président Macky Sall a délivré son dernier message à la nation, c'était le 31 décembre. Aujourd'hui, que pouvons-nous retenir sous l'angle des droits humains 12 ans après? Alors, c'est une question très intéressante, mais si on regarde ça sur la durée, je pense qu'il y a eu une continuité entre ce que Macky Sall a fait et ce que son prédécesseur Abdoulaye Wade a fait. Je pense que les deux se revendiquent du libéralisme. Ils ont vraiment appliqué les règles du libéralisme pour ce qui concerne les questions de droits de l'homme durant leur magistère. Wade a participé à totalement déconstruire, totalement démanteler tout le système que le gouvernement socialiste avait mis en place. Et pour Macky Sall, il y a eu une continuité. Non seulement dans ce démantèlement, mais il y a eu une continuité dans la fragilisation de ces institutions-là qui étaient là censées vraiment asseoir l'état de droit, à vraiment protéger les citoyens contre les dérives que tout État peut avoir. Et cela a vraiment contribué aussi à rendre cette dernière période de la gouvernance Macky Sall très difficile. Très difficile. Vous avez vu que pendant des mois et des mois, la rue était occupée par les forces de sécurité. Pratiquement, la force avait remplacé la loi pour la une première au Sénégal. Si on jette un coup d'œil sur l'histoire du Sénégal, politique du Sénégal indépendant, elle a été jalonnée de périodes difficiles. Vous avez eu mai 68, vous avez eu la période de 1988 avec Diouf. Donc, le fait que l'État fasse appel à des services de sécurité pour maintenir l'ordre, ça a tout existé. Mais ici, il ne s'agissait pas simplement de maintenir l'ordre, il s'agissait d'utiliser la force pour asseoir un certain ordre. Et ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas acceptables dans un état de droit. Et la dernière période, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est quand même très illustrative à ce propos. Je donne quelques exemples. Pendant plus de 55 jours, un représentant de parti politique a été empêché de quitter sa maison. Il n'y avait pas de décret, il n'y avait pas d'arrêté, il n'y avait aucune décision judiciaire qui permettait de justifier cela. Nous avons tous observé. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ont condamné et autres, mais ça n'a pas fait changer l'état d'opposition. Il a continué à gérer cette sorte d'illégalité. Et ça, c'est des signes qui ne sont pas bons dans un pays de droit. C'est des signes qui ne sont pas bons dans le sens où un système politique, surtout qui se revendique de l'état de droit, doit reposer sur des règles très claires. Ce sont ces règles-là, si elles ne sont pas respectées, qui permettent aux citoyens d'aller devant la justice pour les faire respecter. Alors, normalement, c'est comme ça qu'un système fonctionne. C'est comme ça qu'un système fonctionne. Alors, nous allons les serrer.
les sérieux pour constater les faits, les analyser et dégager la perspective. Alors, sur le plan politique, la gouvernance politique, que pouvons-nous retenir à ce niveau? Alors, pour la gouvernance politique, je peux dire les débuts de la présidence de Macky Sall ont été des débuts intéressants. Vous vous rappelez, Madame Aminata Touré avait été nommée ministre de la Justice. Elle a essayé de mettre en place un système qui devait permettre aux gens qui avaient fauté sous le régime de Wade de rendre compte. Elle avait aussi essayé de renforcer certaines institutions. Je me rappelle tout le travail qu'elle avait fait au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme pour donner à cette institution une certaine consistance, parce que c'est une institution qui n'avait pas un budget, dont le budget d'ailleurs dépendait de la présidence de la République, et qui n'était pas outillé vraiment pour mener à bien ses actions. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même un effort. Cette loi n'a jamais eu lieu. En tout cas, ce n'est que dernièrement, il y a un mois, qu'on a finalement voté à l'Assemblée une loi sur le comité sénégalais. Et entre-temps, le comité sénégalais avait même perdu son statut A au niveau des Nations Unies, qui vous montre à quel point il y a eu une dégradation, tu vois, du système de contrôle et de protection des droits de l'homme au Sénégal. Donc cette action de lutte contre les prévarications, en tout cas de lutte contre la corruption, a pratiquement jeté les bases de ce qui allait être le système, je ne dirais pas de traque, mais un système qui allait finalement se retourner contre les politiciens eux-mêmes. On a arrêté le fils Wade. Karim Wade. Il a été jugé, mais ce que je constate, c'est qu'à l'interne, il a été jugé et il a perdu, mais à l'international, il a gagné pratiquement tous ses procès contre l'État du Sénégal, ce qui amène quand même à poser des questions. Il y a eu une attaque assez ciblée contre des dirigeants politiques, notamment Khalifa Sall, et dans le cas de Khalifa Sall, il y a eu même... Et Khalifa Sall a été arrêté alors qu'il bénéficiait d'une immunité. Quand je vous mets le lien entre ce régime et le régime précédent, n'oubliez pas que Abdoulaye Wade avait voulu arrêter Moustapha Niasse alors que Moustapha Niasse était député. Donc c'est la même pratique qui a eu lieu à l'époque. Mais bon, heureusement que Wade, un bon connaisseur du système politique, a préféré ne pas aller jusqu'au bout de sa logique. Il s'est arrêté et finalement les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais dans le cas de Khalifa Sall, on l'a arrêté, on l'a embastillé, je pense qu'il est resté 3 ans et ensuite on l'a libéré. Donc finalement, un politicien a été cassé. Et si on regarde dans la longue histoire, enfin ces 12 ans, on a vu aussi ce qui est arrivé à quelqu'un comme Ousmane Sonko. On est parti d'une affaire de mœurs qui ne devait pas dépasser le stade d'une affaire entre lui et la dame qui l'accusait, c'est-à-dire Adji Sarr, mais ça a pris une connotation politique, et quand la politique s'est investie là-dedans, ça a pris des dimensions pratiquement devenues incontrôlables, et ça nous a conduit à des émeutes. Bon, ces émeutes, on peut aussi les mettre en lien avec la situation économique fragile de la période Covid, mais dans tous les cas, on a eu des émeutes, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie, certaines ont été tuées par balle. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas vraiment qui est l'auteur de ces assassinats, ou bien qui sont les auteurs de ces assassinats. Ça, dans un état de droit... Malgré la mise en place des commissions d'enquête... Oui, mais rien. Oui. Entre 2021 et maintenant, ça fait pratiquement 2 ans. Rien, absolument rien. Donc, de ce point de vue-là, il y a un grand problème, c'est-à-dire la capacité de l'État, lorsque
des situations aussi difficiles comme celle-là, c'est-à-dire la perte en vie humaine, surtout dans le cadre d'émeutes, qu'on puisse identifier les auteurs, les attraire devant la justice et trouver une solution pour les victimes aussi. Parce que ici, le problème, c'est pas l'auteur seulement, c'est aussi penser à la victime. Pendant cette période de traque contre Sonko, il y a eu aussi d'autres choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, notamment les émeutes de cette année, mais près de milliers de personnes arrêtées, embastillées. Tout le monde sait que les prisons sénégalaises sont des prisons qui sont surpeuplées. D'après les statistiques officielles de l'État, c'est des prisons qui sont surpeuplées à près de 250%. Ces personnes ont été gardées dans ces conditions difficiles, dans les prisons. Un pays comme le Sénégal, qui est vraiment perçu au niveau international comme étant un pays respectueux de l'état de droit, on n'aurait pas dû en arriver là. Les longues détentions. Voilà, on aurait dû trouver des solutions à ça. Ça, c'est un peu, si je puis dire, la deuxième catégorie. Mais la troisième catégorie, pour moi, qui est vraiment la plus sérieuse, la plus difficilement acceptable, c'est l'état actuel de notre justice. Alors, de ce point de vue-là, si vous avez vu comment, par exemple, la justice a été accélérée dans les procès de Sonko, alors qu'il y a 40% des personnes qui sont en attente de jugement dans les prisons sénégalaises, on se demande si on a vraiment une justice à deux vitesses, c'est-à-dire accélérée lorsque on le veut, et une justice lente pour les pauvres Sénégalais, les voleurs de chèvres ou les auteurs de larcin là, ça pose problème. Ça pose aussi problème parce que parfois des décisions de justice des décisions ont été rendues et l'administration refuse de mettre en œuvre des décisions de justice. Et quand je dis l'administration, parce que pour moi la décision de justice, elle est à la fois interne, mais elle est aussi internationale, parce que certains de nos compatriotes n'étant pas satisfaits par les décisions rendues par les juridictions nationales, sont allés notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, où ils ont obtenu gain de cause, et quand ils sont revenus au Sénégal pour faire appliquer la loi, mais nos dirigeants politiques ont ouvertement dit qu'ils n'allaient pas appliquer ces décisions. On est allé jusqu'à démettre un directeur de cabinet d'un ministère parce qu'il est allé à Genève lors de l'examen du rapport périodique du Sénégal devant le comité des droits de l'homme, et qu'il ait dit devant ce comité que l'État du Sénégal allait tout faire pour mettre en œuvre une décision concernant le fils de Wade, Karim Wade, alors qu'il était obligé de le faire parce qu'il représentait le Sénégal. Il devait dire devant ce comité que le Sénégal respectait ses engagements vis-à-vis de... Alors quand il a dit ça, la seule chose qu'on a trouvée, c'était de le démettre de ses fonctions. Ça, vraiment, c'est très sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux que ça jure de ce qui se passait avant. J'ai été membre du comité sénégalais des droits de l'homme. Quand une décision, c'était même la première décision du comité des droits de l'homme contre le Sénégal a été rendue publique, c'était l'affaire Famara Koné contre l'État du Sénégal. Le président Abdou Diouf à l'époque a pris la décision et a envoyé une lettre au président du comité sénégalais des droits de l'homme. À l'époque, c'était Feu Youssoupha Ndiaye qui était le président. Feu Youssoupha Ndiaye a envoyé le document aux différentes commissions, et j'étais membre de la commission de protection, et c'est nous qui avons examiné cette décision. Nous avons fait une proposition au président Youssoupha Ndiaye, qui a transmis la proposition au président Abdou Diouf à l'époque. Il n'a pas changé une virgule notre décision. Donc vous voyez que les pratiques sont totalement différentes d'une époque à une autre. Et ce sont ces pratiques-là qu'il faut revoir. Parce que quand un État s'engage au plan international,
notamment au niveau des Nations Unies, l'État doit respecter ses engagements. Et le respect de ses engagements inclut le respect des décisions qui sont prises par ces mécanismes-là, parce que ce sont ces mécanismes qui sont chargés de l'application de ces traités. Et ça, également, le Sénégal, jusqu'à présent, ne fait pas bonne figure. Mais qu'est-ce qui l'explique, selon vous, qu'on en est arrivé là? Première chose qu'on pourrait faire remarquer, c'est le caractère politique de ces décisions. Toutes ces affaires, l'affaire Karim Wade, l'affaire Khalifa Sall ou l'affaire Sonko, concernent des personnages politiques. Et donc, la manière de traiter l'opposant, ici au Sénégal, pose encore problème. C'était le cas, je dirais, un peu sous Senghor et sous Diouf, mais Diouf, si vous avez vu, depuis la commission qu'il avait créée et qui était présidée par Kéba Mbaye, depuis que cette commission avait rendu ses conclusions, Diouf avait totalement changé d'attitude vis-à-vis de ses opposants, et c'est ce qui nous avait conduit à notre première alternance. Je pense que respecter un opposant, c'est vraiment un signe d'un système démocratique qui est vivant. Cela aussi, me semble-t-il, impose aux opposants une certaine manière d'agir, une certaine attitude à adopter. Mais dans le rapport entre l'État et les opposants, il faut voir que les statuts ne sont pas les mêmes. Un État est un État. Même si un opposant déraille, même si un opposant agit contrairement à la loi, on doit utiliser la loi, attraire cette personne devant la justice et faire en sorte que la justice règle le problème. Mais pas utiliser, manipuler le système de manière à toujours essayer d'avoir raison. Parce que l'État peut avoir raison comme l'État peut avoir tort. On est devant un système judiciaire et c'est au juge, en son intime conviction, de prendre une décision en tenant compte des éléments qui lui sont présentés. Mais dans beaucoup de nos affaires, on n'a jamais tenu compte de ces trucs-là. Il s'agissait... On a même l'impression qu'on instrumentalisait l'administration, on instrumentalisait la justice, qui est aussi un élément de la... pour arriver à ses fins. Ça, c'est pas une bonne manière de gérer un système. Et j'espère que, puisqu'on est à la veille des élections, que ces questions-là feront l'objet de débats, parce que la place de la justice dans un état de droit, elle est fondamentale, elle est centrale. C'est-à-dire, c'est le système judiciaire qui donne à l'État, qui donne à l'administration ses règles. Mais justement, qu'est-ce qu'elle a donné, cette justice, pendant ces 12 ans? Vous avez analysé dans le fond qu'il y a effectivement un problème. Mais au regard de l'actualité, au regard des faits, quel enseignement pouvons-nous en tirer? Alors, il y a plusieurs enseignements. Oui. Le premier des enseignements qu'on peut tirer quand on observe le système judiciaire sénégalais, c'est que c'est un système judiciaire sénégalais qui est structurellement faible. Structurellement faible parce que, d'abord, on n'a pratiquement pas de juges. D'après la lettre de politique sectorielle de la justice, pour qu'un système judiciaire normal fonctionne au Sénégal, on a besoin d'à peu près 1300 juges. On a moins de 600 juges. L'ajustement structurel est passé par là. Et quand je parle de juges, ce n'est pas suffisant. Il faut parler aussi des greffes. On a besoin de 2000 et quelques greffiers, on n'en a même pas la moitié. Et ce qui est même dangereux pour le système judiciaire sénégalais, c'est que parmi ces 600 juges dont je vous parle, la moitié ira en 2030 à la retraite. Donc on se retrouvera encore avec un système judiciaire très faible. Ça, c'est le premier problème. Il faut qu'on trouve... Je ne te parle même pas des locaux, parce que bon, des efforts sont faits dans ce sens. Je ne te parle même pas de la formation des juges, parce que c'est aussi important. Un juge mal formé n'est pas bon.
Ça également, des efforts sont faits parce qu'un centre de formation judiciaire a été créé, détaché de l'ENAM. Tout ça, c'est des petits progrès. Mais le deuxième niveau, c'est que pendant ces 10 dernières années, les fonctionnaires de la justice eux-mêmes avaient conscience que le système ne fonctionnait pas bien. Et ils avaient fait d'énormes efforts. Par exemple, vous avez vu le combat du juge Téliko et de son équipe qui a eu son mandat même renouvelé au niveau. Et leur but, c'était quoi? C'était simplement assurer l'indépendance de la justice. Alors, cette indépendance de la justice, elle a 2 dimensions. C'est-à-dire, un juge peut être indépendant de par les textes, mais un juge est aussi indépendant de par son comportement vis-à-vis du système. Et de ce point de vue-là, ces juges ont pris beaucoup d'initiatives, mais ces initiatives ne sont pas allées au bout parce que, par exemple, ils voulaient qu'on réforme le fonctionnement du Conseil supérieur, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui pose parfois problème quand il s'agit de son fonctionnement. Les visites à domicile qui ont tant décrié ont toujours fonctionné et continuent de fonctionner, alors qu'il y a même eu une décision de justice, parce que l'affaire du juge de Podor a permis à la justice de se prononcer sur ces questions. La justice s'est prononcée, mais jusqu'à présent, la justice, quand vous lisez l'arrêt de la Cour suprême, elle demande qu'on change des choses. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Ça, c'est un deuxième problème. Le troisième problème, c'est la perception du citoyen. Et ça continue de se dégrader. Ça continue de se dégrader. Vous-même, vous avez fait beaucoup à tort ou à raison? Mais à raison. Oui. À raison, parce que quand vous regardez, par exemple, l'affaire Sonko, la rapidité avec laquelle cette affaire-là a été jugée, mais c'est extraordinaire. Alors qu'il y a des milliers de Sonko qui sont dans les prisons, il y a des milliers de Sénégalais qui attendent que la justice se prononce sur les affaires, mais ce n'est pas fait. Ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand les gens vont jusqu'à dire « Amundei, Amnandei », ça veut dire que c'est maintenant une justice à la tête du client. Mais ça, Bayouma, c'est ni bon pour vous, ni bon pour moi, et pas bon pour notre pays. On a besoin de... Le système judiciaire doit être la référence. C'est-à-dire, quand on va devant le juge, on va avec le sentiment qu'on va devant quelqu'un qui est à équidistance avec les parties et qui va prendre une décision qui va dans le sens du droit. Et quand on n'est pas satisfait de sa décision, on a d'autres moyens de recours. Mais quand, par exemple, en l'espace d'un mois, 2 juges un de Ziguinchor et un de Dakar prennent la même décision et que l'administration refuse d'appliquer cette décision, mais que voulez-vous que le citoyen pense? Le citoyen pense que bon, on est dans un pays où cette justice-là, elle mérite d'être réformée, elle mérite d'être revue, et son fonctionnement mérite d'être... Et quand ce même citoyen voit les fonctionnaires de la justice eux-mêmes se battre pour que cette indépendance-là leur soit octroyée, ou bien en tout cas que l'État soit moins visible dans le fonctionnement du système judiciaire, ça... et que l'État ne peut que faire quelque chose à ce niveau-là. Oui, justement, vous avez parlé du système démocratique, et dans le système démocratique, il figure la justice comme place et rôle prépondérant dans le système démocratique. Oui, finalement, quand vous jetez un regard sur la séquence historique qui a abouti justement à l'avènement de Macky Sall et jusqu'à la fin, aujourd'hui, à quel moment avez-vous senti quelque part qu'on est en train dans des dérives? À quel moment vous avez senti ces dérives? Il y a des repères. Hein. Un premier repère, c'est par exemple la manière dont ceux qui, à l'intérieur du système judiciaire, se battaient pour l'indépendance de la justice. Vous avez vu
tout ce que M. Téliko a subi comme attaque, non seulement de la part des politiciens, parfois même comme attaque de la part de l'administration. Je me souviens, il avait quand même des rapports très difficiles avec ses ministres de tutelle, alors que c'était simplement une association, parce que ici les juges ne sont pas, n'ont pas le droit de se syndiquer. C'est une association qui exprimait des vues. On a même traîné le président de l'association devant le conseil de discipline, parce qu'il s'était prononcé sur une décision judiciaire alors qu'on disait qu'il avait l'obligation de réserve. Vous voyez, ça c'est le premier repère. Le deuxième repère, c'est aussi la facilité avec laquelle certaines affaires ont été gérées au niveau de l'administration. Et en troisième lieu, il y a aussi les nominations. Vous prenez un juge qui en appelle à gérer une affaire politique et qui, à la fin de son mandat, se retrouve à la présidence de la République. Ça crée la suspicion. Et à l'époque, d'ailleurs, on disait, il est à la présidence de la République en attendant une autre nomination. On n'a pas besoin de ça. Même si telle était l'intention de l'autorité, on n'a pas besoin de le dire. Parce que ça donne l'impression pour beaucoup de citoyens qu'il s'agit d'une récompense pour service rendu. Et ce n'est pas bon pour l'image de la magistrature. Parfois, un juge va à la retraite, il a jugé certaines personnes, et il se retrouve encore, même à la retraite, à la tête d'une institution, d'une autre institution étatique importante. Et en dernier lieu, c'est aussi certains changements de loi. Vous savez qu'il y a eu, à l'origine, c'était vraiment quelque chose d'important parce que, comme je vous l'ai dit, on a un nombre de juges limité et beaucoup de juges vont à la retraite du fait d'un certain nombre de problèmes que le pays a connus. Mais si on adopte une loi en disant que des juges qui se trouvent à un niveau très supérieur, c'est-à-dire cour d'appel ou cour suprême, peuvent rester 3 ans après qu'ils aient atteint l'âge pour aller à la retraite, mais que si pendant ces 3 ans, on les nomme ailleurs, ils perdent automatiquement ces avantages-là. C'est comme s'il y avait une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de ces juges. Et ça également, au niveau du citoyen, ça ne donne pas une bonne impression. Non seulement de l'État, mais aussi du juge lui-même. Donc vous voyez que pour vraiment régler tous ces problèmes-là, ce serait bon que l'État, parce qu'on a des problèmes structurels, que l'État donne une loi en disant maintenant les juges iront à la retraite à 68 ans au lieu de 65. C'est simple et ça permettra de régler beaucoup de problèmes et ça permettra aussi de régler les problèmes de perception. De perception, oui, justement. Parlons aussi de la gouvernance électorale à ce niveau. Oui, Ibrahima Kane, il y a encore à dire. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, on parle de l'élection dans le domaine des droits de l'homme parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 13, dit que chacun a le droit de participer à la vie de son pays. Ce qui veut dire qu'il a le droit de participer aux élections, qu'il a le droit de se faire élire, et même de se faire élire président de la République. Aujourd'hui, on est à l'heure du parrainage. Avec, voilà. Le parrainage, tout le monde sait que le parrainage pose problème. L'État dit qu'il essaie d'instaurer une sorte de filtre pour gérer ça. Vous savez, je ne veux pas aller dans les détails, mais je veux simplement, puisque on parle des droits, faire référence à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il y a un président de parti politique qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO a montré que le système de parrainage tel qu'il était établi ici au Sénégal était unique. C'est Maître Tin. Voilà, je me rappelle plus. Et quand ils ont demandé aux autorités de revoir totalement le système de parrainage, à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit
au sujet de la décision de la Cour, que la Cour voulait s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal et autres, alors que la Cour, le Sénégal fait partie des États qui lui ont donné le mandat de protéger les droits des citoyens. Et donc, elle a autorité pour décider de toute plainte concernant ces droits-là. Et ce que la Cour a dit, mais les petits changements qu'on a eus ont amélioré sensiblement, mais n'ont pas réglé le problème. On est dans un pays où il y a plus de 300 et quelques partis politiques, et on a, comment dirais-je encore, un système de parrainage qui demande plus de 40 000 parrains pour un candidat. Mais si on applique ça, ça dépasse même, c'est-à-dire le nombre d'électeurs ne peut même pas permettre de régler ce problème. Donc, oui, au système de filtre, puisque ça fait partie aussi des règles du système, mais il faut le revoir. Il faut revoir ça. Et puis aussi, quand on met en place un système pareil, ça requiert un consensus. Parce que, comme en 98-96, la commission Kebambaye, l'idée de Abdou Diouf, c'était que tous les acteurs s'entendent sur quelque chose. Et à l'époque, il avait dit, je ne changerai même pas une virgule. C'est ça le consensus. Et donc, si on arrive à obtenir un consensus autour de ce parrainage, c'est-à-dire si les partis politiques eux-mêmes sont d'accord sur un système, on y va. Mais on ne peut pas, parce que ce qui a été décidé au palais, c'était sans une autre bonne frange de l'opposition qui avait refusé d'y participer. Donc, essayons de cultiver ce consensus-là, parce que ça fait partie des règles de la démocratie, et cela permettra d'avancer. D'avancer d'autant plus qu'aujourd'hui, puisque tu as parlé de l'élection, une question qui se pose de manière urgente, c'est la liste des électeurs. Oui. Beaucoup de contestations à partir du fichier électoral, beaucoup de contestations à partir de ces examens des parrainages. Mais si on avait fait en sorte que chaque parti politique sénégalais a une copie de ce fichier, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. On n'aurait pas eu tous ces problèmes. Donc, puisque un État démocratique, c'est aussi un État transparent, travaillons pour que le système soit transparent, pour qu'on puisse vraiment aller vers des élections. Parce que dire simplement qu'on ne peut pas voler ici au niveau de l'élection au Sénégal, c'est pas suffisant. Il faut montrer aussi, il faut que l'État aussi soit transparent, de sorte que tous les citoyens peuvent croire à cette idée-là que l'élection ne peut pas être volée. Alors que depuis donner la garantie. Exactement, ces derniers jours, il y a eu tellement de problèmes. Et je pense qu'il ne s'agit pas seulement de permettre aux organisations de la société civile de jouer un rôle. Je pense que l'entité sur laquelle pèse une obligation fondamentale, c'est l'administration sénégalaise. C'est à elle de se montrer transparente, c'est à elle de se montrer à équidistance avec tous les partis politiques qui veulent participer à cette élection, et c'est à elle aussi d'être dans une position qui ne permette pas aux gens d'être suspicieux. Par exemple, l'attitude du directeur général des élections, dire après qu'une décision de justice ait été rendue, je ne vais pas la respecter parce que l'État, une décision de justice, ça s'exécute. Ça s'exécute. Et ça, je pense que nos administrations devraient à l'avenir être plus regardants sur ces questions-là, parce que c'est à partir de ce moment aussi que les citoyens peuvent être... qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence? Mais regarde, s'il n'y a pas de confiance dans l'administration, ça peut pousser une bonne partie de l'électorat à bouder les urnes. Et ce ne sera pas dans l'intérêt des Sénégalais. Deuxièmement, ça peut pousser les plus téméraires à mener des actions qui ne sont pas des actions dignes d'un système démocratique, d'un système qui se veut démocratique. Et troisièmement, ça jette sur l'administration une certaine suspicion qui normalement ne devrait. Même par le passé, les gens disaient telle ou telle chose, mais on ne mettait pas
jetait pas le discrédit sur toute l'administration. Mais maintenant, si c'est le directeur général lui-même qui pose ce genre d'actes, ça peut créer des problèmes, et des problèmes inutiles. Des problèmes inutiles dans le prolongement de l'examen de ces droits humains. Oui, reste aussi à nous interroger sur la gouvernance économique et sociale. À ce niveau aussi, que retenir? Alors, c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on peut quand même créditer le régime enfin le président qui part d'une certaine créativité. Par exemple, les bourses familiales, comme une mesure visant à soutenir les couches les plus faibles de la société, c'est une idée intéressante. D'abord, ce n'est pas une création sénégalaise, on l'a expérimenté au Brésil et dans d'autres pays, mais c'est quand même pas mal. En 12 ans, il n'a pu atteindre que 350 000 familles. Si on considère que chaque famille ici au Sénégal, surtout en milieu rural, c'est à peu près 7 personnes, c'est déjà quelque chose. Parce que, vous savez, la base de tout ça, c'est que il faut que dans nos États, qu'on commence à réfléchir ce que c'est qu'une vie digne. Notre Constitution nous parle de dignité. Mais c'est quoi une vie digne pour un individu? Il faut que l'État crée les conditions de cette dignité. Et les conditions de cette dignité, c'est de permettre aux citoyens d'avoir un minimum qui leur permette d'avoir la tête hors de l'eau. Ça, c'est vraiment un élément intéressant. J'espère que les régimes à venir, en tout cas, celui qui accédera à la présidence de la République, réfléchira sur comment, par exemple, 35 000 francs par trimestre, c'est pratiquement ridicule, vu le budget que l'État a, 7 000 milliards, et aussi la gabegie en même temps qui existe dans certaines autres administrations. On aurait pu créer les conditions de toucher le maximum de population. Ça, vraiment, c'est une question importante, essentielle, sur laquelle il faut travailler. Et je mettrais peut-être même en lien ça avec les mesures qui ont été décidées après le Covid-19. Parce que ce que le Covid-19 nous a relevé, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que pratiquement l'État ne faisait pas grand-chose dans le domaine de la protection de la santé des citoyens. Que beaucoup de nos dirigeants par le passé pensaient que puisque eux, ils pouvaient aller à l'extérieur se soigner, ce n'était pas nécessaire de faire quelque chose dans nos pays. Mais après le Covid, vous avez vu l'investissement qui a été fait dans ce pays-là. Et cet investissement-là a respecté aussi l'équité territoriale. C'est-à-dire, on n'a pas seulement investi dans la région où il y a le plus de citoyens au Sénégal, c'est-à-dire Dakar, Thiès et Mbour, mais on a investi un peu partout. Touba a eu un hôpital, Kédougou a eu un hôpital, Matam, ainsi de suite. Ça, c'est déjà aussi une bonne chose. Mais, parce qu'il y a un mais, il ne faut pas simplement créer un hôpital. Il faut aussi avoir le personnel, mais il faut aussi permettre aux citoyens de pouvoir bien utiliser cette structure. J'ai vu qu'on crée maintenant des mutuelles, mais ce n'est pas seulement en créant des mutuelles qu'on va régler le problème de l'accès à des soins de santé de qualité. À des soins de santé de qualité. Il faut faire plus. Il faut faire plus, et ce plus-là ne sera réalisé que si les populations elles-mêmes aussi participent à ce processus-là. Et donc, il y a énormément de choses à faire. L'État joue une partie de la partition, les populations jouent, les ONG doivent jouer une partie de la partition. Parce qu'il faut que l'État investisse énormément aussi dans l'accès des citoyens au système de santé. Parce que si cela est fait, regardez par exemple dans beaucoup de nos villages et autres, il n'y a même pas, comment dirais-je encore, un poste de santé. Alors, ça ne sert à rien de créer un hôpital à Kédougou si dans un village au fin fond du pays, il n'y a pas de poste de santé. Donc, on doit, à partir de l'instant où l'État en fait une priorité, on doit aller dans ces trucs-là. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, je pense que c'est la protection de l'enfance et la protection de la femme.
Parce que si vous avez, je ne sais pas, suivi l'actualité, depuis 5 ans, sur le bureau de l'Assemblée nationale, il y a un document qui s'appelle le projet de code de l'enfant. Personne ne veut s'attaquer au code de l'enfant. Mais pourquoi? Parce que, semble-t-il, il y a le Sénégal a adopté ce code en, comment dirais-je encore, en faisant en sorte que, à travers ce code, il respecte certains de ses engagements. Et dans certains cercles, notamment religieux, ne se retrouvent pas dans ce texte-là. Et par exemple, le fait de traiter également un enfant adultérin et un enfant né dans le mariage, il y a la question de l'âge de l'enfant, parce que la Charte africaine des biens et des droits et du bien-être de l'enfant dit qu'un enfant c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Et vous savez que même notre code de la famille te permet de marier une jeune fille qui a 16 ans. Donc, tous ces problèmes-là font... Et puis aussi, il y a la lancinante question des talibés. Parce que le code, quand même, vise à protéger surtout cette partie la plus vulnérable. Et là, on n'a pas encore trouvé de solution. Donc, comment s'assurer qu'on respecte nos engagements en même temps qu'on permet à nos religieux de se retrouver dans le texte? Je pense qu'il y a un effort à faire, mais le texte doit entrer en vigueur. S'agissant des femmes, vous avez vu, malgré, il y a eu 2 textes emblématiques de la période. C'est le texte de 2013 qui permet à la femme de donner sa nationalité à son mari, à la femme sénégalaise de donner la nationalité à ses enfants et à son mari étranger. Et il y a aussi le texte sur les violences qui protège les femmes contre les violences. Mais quand on regarde la situation de la femme ici au Sénégal, ce ne sont pas ces 2 problèmes. Il y a énormément d'autres problèmes. D'abord, en milieu rural, mais c'est sur que repose le fardeau de la famille. Le Sénégal n'a pas de politique de la famille. Or, c'est dans le cadre de la politique de la famille qu'on doit protéger la femme. Il y a le code de la famille. Non. Un code de la famille, c'est une chose. Une politique nationale de la famille, c'est une autre chose. Et d'ailleurs, c'est la politique nationale de la famille qui permet de revoir les dispositions du code de la famille. Parce que la politique de la famille permet de revoir le statut de la femme au sein de la famille. Vous savez qu'en milieu rural, je parle par exemple moi de mon Fouta, mais les hommes sont partis à l'étranger. C'est les femmes qui sont pratiquement chefs de famille. Et pourtant, ça ne se traduit pas dans le vécu quotidien de la femme. Pour ne prendre que cet aspect. Si vous prenez les aspects économiques, elles sont délaissées pour compte. Et même quand on parle par exemple de la protection contre les violences, vous prenez le texte de la violence là, de 2007, mais ce texte-là semble plus s'intéresser à celui qu'on accuse qu'à la victime. Quid si la victime ne peut plus rester dans le cadre familial, il faut bien lui trouver un cadre où la victime doit rester. Il y a tellement de... Par exemple, la prise en charge psychologique, il y a énormément de questions qui ont été laissées en rade. Donc, reprendre tous ces problèmes-là dans le cadre d'une politique de la famille qui replace les acteurs de la vie familiale dans un cadre, parce qu'il faut aussi qu'on revoie. Il y a beaucoup de situations où l'homme ne peut plus être chef de la famille. Et ça, il faut qu'on le règle. Alors, Ibrahima Kane, justement, dans notre système politique, nous avons connu le Sénégal indépendant sous Senghor, qui en 1980 s'était adressé à la nation et a délivré son dernier message à la nation en 80. Macky Sall en 2023, le dernier message à la nation. Oui, 2 présidents, 2 époques différentes, 2 gestions également différentes, mais avec le recul, quelle comparaison sur le plan de la gouvernance par rapport à ces 2 chefs d'État? Surtout le dernier message à la nation. Oui, pour moi, le dernier message à la nation
m'a laissé sur la fin sur beaucoup de questions. Oui, il a... c'était de bonne guerre, parler de ce qu'il a pu faire, comment il l'a fait, les infrastructures, les politiques et autres. Mais aujourd'hui au Sénégal, quand vous transmettez, si vous voulez, le pouvoir à un autre, il y a le futur. Aujourd'hui, le Sénégal a totalement changé. C'est un pays où 75% de la population est jeune. On n'a pas une politique de jeunesse. C'est un pays où on a besoin d'emploi. Tout ce qu'il a discuté, il n'a pas parlé de comment, dans le futur, ces problèmes-là vont être réglés. L'éducation, elle est centrale dans l'avenir d'un pays. Aujourd'hui, les gens parlent de qu'on a du pétrole, on a du gaz. Moi, je suis très mesuré. Je pense que même si ces ressources-là existent, ces ressources-là sont limitées. Et ne permettront pas au Sénégal de vraiment transformer totalement sa situation. Vous avez vu même que, d'après même les projections qui sont faites, c'est 1000 milliards qui va annuellement dans le budget du Sénégal pour un pays qui a un budget de 7000 milliards. C'est insignifiant. L'éducation, il faut qu'on y mette l'accent. Or, l'éducation, regarde actuellement, aujourd'hui ceux qui ont eu le bac en 2023, on est en 2024, ils n'ont même pas encore commencé les classes. C'est un problème. On a créé des universités. Allez à l'université de Ziguinchor ou à l'université de Bambey et autres et regardez le cadre dans lequel les jeunes doivent travailler. On est dans un monde de technologie où demain le futur sera technologique ou ne le sera pas. Mais regardez nos universités. Avec l'intelligence artificielle. Exactement. L'université de Dakar a 100 000 étudiants, les 50 000 sont en faculté de lettres. Ces questions-là, il faut nécessairement les régler. On n'en parle pas beaucoup. La trajectoire d'un pays aussi est déterminée par l'idée que l'on se fait du vivre ensemble. Ce vivre ensemble, aujourd'hui, il pose problème. Parce que si vous regardez ces derniers mois, il y a eu des problèmes en Casamance ou dans les radios et autres, nos compatriotes qui se trouvent dans la partie du sud du pays, qui disent on a besoin de bateaux, on a besoin de trucs, et personne ne vous donne l'explication pourquoi on a arrêté, comment dirais-je encore, la desserte de ce vivre ensemble-là, il faut le raffermir. L'Afrique nous a montré que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. On doit permanemment travailler pour renforcer ce vivre ensemble. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Les relations avec nos voisins. Oui, parlons-en. Voilà. Les relations avec nos voisins sont fondamentales. Le professeur Momar Koumba Diop a écrit un livre sur le Sénégal et ses voisins. Et on a vu à travers ce livre que selon la géographie, les rapports peuvent changer, comment dirais-je encore, les dynamiques peuvent changer. Regardez nos rapports avec la Mauritanie, qui sont différents de nos rapports avec le Mali, qui sont totalement différents de nos rapports avec la Gambie, qui n'a comme seul voisin que le Sénégal. Depuis que la Gambie existe, le seul gouvernement avec lequel on a vu d'excellents rapports, c'est l'actuel gouvernement de Barrow. Comment on doit travailler pour renforcer ces relations, comment on doit travailler pour qu'il n'y ait pas de sentiment en Gambie, puisque nos forces armées sont là-bas, qu'on est en train de les envahir, ou en tout cas, on est envahissant en tant que pays. Tout ça, ça fait partie aussi de l'éducation de la population, ça fait partie aussi de l'action de l'État, et ça fait partie aussi, tout à l'heure je parlais du système éducatif, mais nos systèmes éducatifs doivent aussi nous enseigner toutes ces choses-là.
On n'a pas encore jusqu'à présent un système éducatif qui est réellement adapté au Sénégal, au temps du Sénégal. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on doit travailler pour que les Sénégalais savent ce que c'est que l'intégration africaine. On doit travailler pour ce que les Sénégalais savent ce que c'est que le panafricanisme. Il ne s'agit pas seulement du panafricanisme vu par Cheikh Anta Diop et autres. Le panafricanisme au XXIe siècle est différent du panafricanisme tel que Cheikh Anta nous l'a enseigné. Mais il faut qu'on travaille dans tout ça. Et ça veut dire plus de droits des Sénégalais, plus de protection des droits des Sénégalais, plus de protection des étrangers qui vivent ici au Sénégal. Et comment raffermir tout cela? Comment faire en sorte que le Sénégal soit la vitrine? On est la porte occidentale de l'Afrique. Mais que cette porte-là soit grande ouverte à tous les Africains et que cette porte-là serve vraiment de vitrine pour qui veut entrer en Afrique. Tout ça, notre président, bon, il a dit qu'il va créer une structure, une fondation qui va s'occuper de tout ça. Non, la fondation, elle est personnelle. Ça va être une action personnelle. Mais ici, on veut que ce soit des actions initiées par l'État, initiées pour les citoyens sénégalais, de sorte que tout citoyen sénégalais puisse voir en un Gambien, en une Malienne ou en un Mauritanien, un plus que frère, et faire en sorte que les liens entre le Sénégal et le reste de l'Afrique se raffermissent. Oui, la géopolitique, vous avez parlé justement de la sous-région, de nos relations avec nos voisins, mais dans l'ordre établi, beaucoup de nos pays voisins aujourd'hui sont gérés par des militaires. C'est l'avènement du soldat à la tête de ces pays du point de vue démocratique. Et dans le prolongement du Sénégal, pour la perspective, que retenir? Très bonne question, parce que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est à la croisée des chemins. Je parle même plus du continent. Parce que, Bayouma, ce qui se passe en Afrique, c'est un peu... en Afrique de l'Ouest, c'est un aperçu de ce qui se passe sur le continent. L'année dernière, ou bien plutôt cette année, l'année dernière, en 2023, l'Union africaine a, au cours du sommet d'Addis Abeba, diffusé un document dans lequel on disait que les 10 dernières années, 74% des ressources de l'Union africaine ont été dédiées à des actions de paix et de sécurité. 74%. Donc l'Union n'a absolument pu rien faire en dehors de son combat pour gérer les situations de crise dans la région. Et je suis persuadé que cette année encore, si ce n'est pas 75%, ce sera le même pourcentage. Ça, on devrait tout faire pour quitter ça. Parce que si on veut trouver du travail à nos jeunes, si on veut que l'Afrique soit dans les relations internationales, n'oubliez pas que cette année, l'Afrique a été acceptée au sein du G20. Mais aller dans le G20, c'est vrai, c'est une bonne plateforme, mais le G20, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que les Africains sont préparés à faire ça? Est-ce que les Africains ont non seulement la capacité, ont les moyens de pouvoir agir? Je n'en suis pas sûr. Et en troisième lieu, pour répondre concrètement à votre question, vous savez, je pense que en Afrique de l'Ouest, une réflexion doit être menée pour voir la place de l'armée dans nos sociétés. On ne peut Sa pas place traiter, et son rôle. Et son rôle, bien sûr. On ne peut pas traiter de la même manière l'armée sénégalaise et l'armée burkinabé. Au Burkina, depuis 1966, coup d'État de Sangoulé Lamizana contre Maurice Yameogo, l'armée est au cœur de l'État. Dire comme les textes de la CEDEAO le veulent, qu'on place l'armée en dehors de tout système politique, je veux dire, ça peut être intéressant, mais dans la réalité concrète, c'est impossible. Au Mali, depuis 1968, l'armée est au cœur de l'appareil d'État. Il y a eu l'intermède de... non, pas Amani Toumani Touré, l'intermède de Alpha Oumar Konaré. Mais malgré tout, l'armée a joué un rôle. Et quand il y a eu la crise sécuritaire, beaucoup pensaient
c'est parce que l'armée n'est plus là-bas. Le Niger, la même chose. Depuis 1974, l'armée est à la tête du pouvoir. Je ne te parle pas du Nigeria. Donc, et le Nigeria est l'exemple type de comment on a géré l'armée. Parce que vous savez que beaucoup de chefs d'État du Nigeria, le dernier qui est parti, c'était un général. Qui s'est civilisé, mais qui a... Donc, une réflexion doit mener sur la place de l'armée. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, on doit revoir le contrat social. Le contrat... Vous savez, beaucoup de nos États ont été une continuité du système colonial sans les colons. La manière de traiter le citoyen, la manière de gérer les services de sécurité, beaucoup d'autres choses. C'est tellement vrai que quand la question du terrorisme s'est posée, je me souviens encore des documents que je lisais, beaucoup de services de sécurité, dans les rencontres que les services de sécurité organisaient, ils disaient que on n'a pas vu venir le terrorisme parce que comme pendant la colonisation, on s'intéressait aux syndicalistes, aux syndicalistes étudiants et autres. Le primat de la soumission. Exactement. Et donc, on doit revoir le contrat social. Et quand je dis contrat social, c'est pas seulement l'État, mais aussi la place de toutes les communautés au sein de l'État. C'est une région de l'Afrique de l'Ouest où il y a énormément d'esclavage. Les États ont fermé les yeux sur les pratiques d'esclavage. Aujourd'hui, ça sort au grand jour, sous la forme violente. Il faut qu'on trouve des questions. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et régler, par exemple, la question des castes dans nos pays. Tout ça, c'est des exclusions. Et à partir de l'instant où on exclut, l'exclu peut chercher par tous les moyens à retrouver sa place. D'autant plus qu'on est dans une région où maintenant les armes légères circulent comme on veut. Donc ça devrait vraiment se faire. Et le dernier lieu, c'est repenser nos organisations régionales et continentales. La réforme de l'Union africaine, c'est presque un échec. La CEDEAO se cherche. Elle est en train de se chercher. Il faut que beaucoup d'efforts soient faits par nos États, par les organisations de la société civile, les think tanks et autres qui existent dans nos pays pour repenser. Parce que à l'origine, la CEDEAO, c'était une excellente idée. Et parallèlement, aujourd'hui, avec cette génération qui est debout, qui est dans le cadre de la déconstruction, aujourd'hui, Ibrahima Kane, le Sénégal se dirige vers le scrutin présidentiel de ce 25 février 2024. Aujourd'hui, la perspective serait quoi pour vous et qu'est-ce qu'il faut préserver pour éviter d'irréparable? Bon, moi, la première chose que je dirais, parce que dès qu'on parle d'élection, on devrait parler d'inclusivité. Le Sénégal a connu des problèmes politiques très sérieux, parce que ça a même secoué l'État dans ses fondements. On a connu ces problèmes, mais on doit travailler pour être inclusif. On ne doit jamais exclure. L'histoire de la Casamance nous dit beaucoup de choses. Parce qu'ils se sentaient exclus, ils ont pris les armes contre l'État. Et il nous a fallu plus de, combien? 40 ans pour essayer de recoller encore ce qui pouvait l'être. Donc l'inclusivité, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les acteurs politiques devraient aussi revenir à la raison. C'est pas parce que on veut conserver le pouvoir qu'on doit piétiner la loi, qu'on doit utiliser la force comme on le veut. On ne doit pas aussi, parce que on nous piétine d'une certaine manière, que l'on doit faire être hors la loi. Vous voyez, donc tous les acteurs doivent aussi peser leur rôle et responsabilité dans la construction de l'État qu'on a. Et ça, et quand je dis tous les acteurs, c'est pas seulement les politiques, c'est aussi les organisations de la société civile. Tout le monde doit participer à la construction de l'État. Et évitons de nous penser seulement dans le petit Sénégal. Parce que le petit Sénégal, là, dans un monde qui est mondialisé, le petit Sénégal, là, ne compte. Mais le petit Sénégal permet de faire des pas vers le reste de l'Afrique. Et ça, vraiment, je pense que c'est très important. Dernier point, ça, je pense que tout citoyen devrait
vraiment le dire, c'est que ça se passe dans la paix, la sécurité, la stabilité. L'élection au Sénégal, il y a toujours eu beaucoup de violence avant les élections. Pendant la période de campagne, ça s'est tassé un peu. On est allé, on a voté. Et souvent, le vote a reflété, en tout cas, c'est depuis 2000, le vote a toujours reflété la volonté des citoyens. Respectons ce vote, respectons les règles qui président à cette élection. Et celui qui prendra les rênes, on va le juger et on verra ce qu'il sera capable. Ce qui est intéressant dans cette élection, Bayouma, c'est que pour la première fois, je pense, dans l'histoire moderne du Sénégal, personne ne sait qui sera le prochain président du Sénégal. En tout cas, pour le moment, on ne sait même pas qui seront retenus par le Conseil constitutionnel. Peut-être à partir du 20 janvier, je crois, on verra comment les choses vont se faire. Mais d'ici là, préservons la paix et la sécurité parce qu'on est dans une région très instable et n'ajoutons pas au problème. Le Mali, le Niger et le Burkina nous ont montré que les problèmes pouvaient atteindre un niveau tel que l'existence même de l'État pouvait être en jeu. Alors, qui a été l'homme politique sénégalais qui vous a le plus marqué intellectuellement? Homme politique, honnêtement, je vous dirais que moi, ils ne m'ont pas impressionné. Mais des intellectuels, oui. Et j'en citerai 2 ou 3. Bien sûr, Cheikh Anta Diop, parce que, vous savez, moi, Cheikh Anta Diop, je l'ai vraiment connu lors de la semaine qui avait été organisée à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. À l'époque, c'était l'université de Dakar en 1981, juste après le départ de Senghor. Je découvrais un Sénégalais, vraiment qui avait travaillé sur beaucoup de choses, tu vois, et c'est vraiment la participation quotidienne à ces événements-là m'a permis de réorienter mes lectures, de faire beaucoup de choses. Ça il m'a vraiment marqué. Quelques anecdotes? Oh, bon, vous savez, je me souviens à l'époque, on avait invité beaucoup de sommité. Vraiment ce que l'Afrique avait vraiment de sommité. Les discussions sur l'origine nègre, en tout cas l'origine nègre des Ouest-Africains, était vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a eu des débats extraordinaires sur comment les gens ont quitté l'Égypte pour venir en utilisant le Sahara. Les gens disaient à Cheikh Anta Diop, mais ils ont trouvé des populations locales. Mais ils donnaient des explications qui épataient. Et le lendemain, ils te parlaient d'histoire. Le surlendemain, ils te parlaient de philosophie. Et après, ils te parlaient des questions de technologie, surtout quand ils parlaient du carbone 14. Là, c'était vraiment extraordinaire. La deuxième personne qui m'a le plus impressionné, d'abord par ses connaissances et par sa simplicité, malheureusement, c'est peut-être quelqu'un que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. C'est le sociologue sénégalais Momar Koumba Diop. Vous savez, d'abord, son écriture est extraordinaire. Ce monsieur a fait des recherches dans beaucoup de domaines. Et plus particulièrement, il a fait quelque chose que personne n'a fait en Afrique. Faire le bilan d'un président de la République pendant sa présidence. Il a fait 2 ouvrages sur la présidence de Abdoulaye Wade qui fait aujourd'hui autorité. Et tout à l'heure, j'ai cité son livre sur le Sénégal et ses voisins, mais j'aurais pu citer ses travaux sur la migration. C'est quelqu'un qui est là, vivant, humble, mais que la nation ne reconnaît même pas. Qui vraiment devrait faire l'objet d'une reconnaissance. D'abord que les jeunes le connaissent, que les jeunes sachent que voilà quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les trucs du Sénégal. Il n'était pas politicien. Tu vois, et donc, et pourtant, il fait des travaux extraordinaires, surtout avec Mamadou Diouf, qui est son complice dans ces recherches-là. Tous les travaux sur le Sénégal, sous Abdou Diouf et autres, il a fait ça. Et il y a aussi l'historienne Penda Mbow. Pas seulement sur ses travaux sur l'islam,
mais aussi c'est quelqu'un qui est... Sur son engagement. Non seulement l'engagement citoyen, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans l'innovation pratiquement tous les jours. Organiser des activités, permettre aux gens de débattre, discuter des questions qui sont des questions sociétales, qui doivent intéresser tout le monde. Et si vous allez au WARC, mais elle avait institué ici les mercredis du WARC. Tous les mois, les gens se rencontraient. Ça, ce sont des gens qui, par leur désir de bien faire dans leur pays, de contribuer à la construction de ce pays-là, font énormément de choses dont beaucoup ne parlent pas. C'est dommage. Oui, merci beaucoup Ibrahima Kane, notre invité. Il a été question, des droits humains, faire le bilan des 12 ans de règne du président Macky Sall. Et certainement, la réflexion va se poursuivre avec comme horizon à court terme le scrutin présidentiel du 25 février 2024. Ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute dans une poignée de secondes. Place à Mordofé et son invité. Merci à l'équipe digitale à la tête, à Lune Bador Sorcier. Au revoir et à dimanche prochain. ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé